Oui, bonjour à tous. Je me disais, si il y a 30 ans, quand François Tanguay nous a apporté l'idée de construction en bois et paille et de bois cordé ici en Bretagne, et quand à l'INSA, dans les années 80, il travaillait déjà sur les bétons de terre, si on avait pu se rencontrer ici, est-ce que ça aurait été bien? Oui, vous vous rendez compte comment ce territoire aurait été transformé. Malheureusement, vous n'étiez pas là. Mais vous êtes là aujourd'hui. Et je sais aussi que les transitions sont difficiles, les résistances sont nombreuses quand on est dans des processus de transition, et ça prend toujours du temps. Mais enfin, 30 ans, c'est déjà presque une génération et demie, donc c'est beaucoup de temps. Voilà. Alors, je vais illustrer peut-être l'usage des écomatériaux au travers de constructions que nous avons pu faire, parce que j'aurais pu aborder le sujet au travers de maisons replacées dans des lotissements écologiques qu'on a pu créer également, notamment celui de Bazouges, mais on a parlé beaucoup de maisons aujourd'hui. C'est intéressant aussi de rendre hommage, je pense, à la commande publique, notamment à certains élus qui ont osé, sur ce territoire, donc s'engager pour être, non pas exemplaires, mais pour montrer qu'on pouvait faire, et qu'on pouvait faire autrement. Donc, je vais très rapidement vous présenter 4 projets. Alors, ça va, voilà. Donc, ce premier projet donc, est à Saint-Avé. C'est un CLSH. Vous savez ce que c'est que CLSH? Ce sont les centres de loisirs sans hébergement qui accueillent les enfants donc, pendant la période périscolaire. Ça ressemble étrangement à une école, d'ailleurs, parce qu'on retrouve à peu près la même fonctionnalité à l'intérieur. Et c'est un bâtiment donc, qui a été construit en 2011, qui a été construit donc, en utilisant plusieurs types de matériaux. On a mixé dans la structure extérieure donc, des murs au sud qui sont des murs lourds en monomure. C'est des briques qu'on n'utilise plus aujourd'hui parce qu'elles sont trop lourdes, mais elles font 50 cm d'épaisseur, ce qui permettait de bien réguler le climat, un climat thermique à l'intérieur. Et puis, toutes les parties qui ne sont pas ensoleillées, donc au nord, qui sont construites en ossature bois. Et les cloisonnements intérieurs sont en bois également. L'isolation donc du monomure, évidemment, il n'y a pas d'isolation. Par contre, l'isolation extérieure a été réalisée donc, cette fois en ouate de cellulose. Donc, c'était une des premières fois que sur un bâtiment public, dans nos régions en tout cas, on utilisait ce matériau. Et puis, on a utilisé la laine de bois pour isoler les cloisons intérieures. Alors, ce qui est assez remarquable, c'est que cet été, il y a deux institutrices. On travaille sur un projet actuellement sur Rennes pour une école et qui ont voulu voir un peu les ambiances qu'on pouvait ressentir. Parce qu'on en parlait tout à l'heure des ambiances. Donc elles sont venues ici. Je leur ai dit, venez voir, on va voir avec les animateurs ce qui se passe à l'intérieur. Et elles ont été absolument stupéfaites d'ailleurs de se rendre compte qu'il y avait une qualité thermique à l'intérieur, alors qu'il faisait très chaud. Hein, c'était au début du mois d'août. Là, il faisait 30 et quelques degrés. Et à l'intérieur, évidemment, il y avait sans climatisation, il y a une double flux, mais sans climatisation, il n'y a pas de rafraîchissement. On avait une température de confort qui était plus que perceptible. Et surtout, elles ont été stupéfaites également par la qualité du son. Et l'acoustique, avec des enfants, ça compte. Hein. Et l'acoustique, oui, exactement. Et donc, effectivement, ces cloisons, les cloisons avec ces panneaux de fibre de bois, donc permettent effectivement d'amortir considérablement. On avait des panneaux aussi des plafonds acoustiques en fibre de bois agglomérés avec, je ne trouve plus la matière maintenant. Bon, ça me reviendra. Mais voilà, donc on a commencé donc avec ce projet. À rencontrer une histoire, parce que c'était aussi l'attente du maire. Il souhaitait que, pour ses enfants, donc, une histoire se raconte sur sa commune et que ses enfants soient aussi porteurs de cette histoire et puissent y participer. Alors, bon, là, il y a quelques images qui montrent effectivement... En cours de chantier, puis oui. Les enfants ont mis la main à la pâte, c'est ça? Mais voilà, alors les enfants ont mis la main à la pâte. Donc, vous voyez, sur le mur, ici, il y a un enduit terre donc, qui a été fait sur un des murs avec les enfants, puis un maçon qui était là. Donc les enfants ont mis leur tenue de peintre pour pouvoir étaler la terre. Il y avait à Saint-Avé autrefois une briqueterie. Donc il doit y avoir il y a encore sur Saint-Avé donc des gisements d'argile de qualité. Donc la mairie, qui est le propriétaire de la mairie, donc la mairie nous a apporté la matière et puis on a pu préparer ça sur le chantier. Et les enfants ont laissé l'empreinte de leurs mains sur
sur les enduits. Donc c'est aussi une façon pour eux de s'approprier ce bâtiment. C'est un peu aussi leur centre de loisirs. Et c'est leur centre de loisirs, voilà, qui vit très bien. Allez, voilà. On va à Silfiac maintenant, bien connu, l'éco-hameau. Voilà. Donc là, effectivement, on a un maire qui est très engagé, qui a voulu faire la démonstration. Là aussi, ce bâtiment raconte une histoire. Alors, il n'est pas tout seul. Je vais surtout vous parler de ce bâtiment-là, mais il y a tout un ensemble. Donc ça, c'est une petite salle dans une petite commune, 600 habitants, une petite salle multifonction, salle d'activité. Et puis, ce qu'on appelle le bâtiment qui est là, qu'on appelle le Papy, tout simplement parce qu'on y retrouve en bas un habitat partagé pour 7 personnes en perte d'autonomie qui vivent là, et puis au-dessus, donc la maison des nounous. Donc on a effectivement les deux extrémités de la chaîne de vie humaine qui se retrouvent ici présentes. Alors, il faut savoir également que derrière donc ce bâtiment, cet espace, il y a un écolotissement qui est terminé maintenant. Et là, effectivement, il y a eu des expérimentations d'autoconstruction, d'utilisation de matériaux biosourcés pour l'essentiel des maisons. Donc c'est aussi un lotissement expérimental qui s'est évidemment développé là. Et donc ce bâtiment est construit en ossature bois et paille et recouvert donc d'une toiture photovoltaïque. Alors pourquoi ossature bois et paille? C'était une demande du maire de Silfiac. On était en 2011, on n'avait pas encore les règles professionnelles, n'étaient pas encore d'actualité, mais en même temps, il prenait la responsabilité de faire la démonstration qu'on pouvait construire avec ce matériau, partant du principe qu'on avait une matière disponible sur le territoire et que ça pouvait être aussi une source de revenus pour les agriculteurs, puisque j'ai entendu tout à l'heure que la paille était considérée comme un déchet, et c'est vrai. Aujourd'hui, on peut évidemment anoblir son usage en l'utilisant dans la construction comme isolant. Donc c'est ce qui est fait là. Donc c'est l'entreprise de Tiers Habitat, donc, qui est sur Nantes, qui a construit ce bâtiment en faisant appel donc, à une association d'insertion. Donc il y a eu aussi, je pense que sur le territoire, donc, une volonté aussi de faire en sorte que les gens du secteur puissent aussi travailler sur ce projet. Donc l'idée c'était celle-là, c'était de dire on a sur notre territoire on a de la ressource, les ressources conventionnelles ont tendance à disparaître, on a une ressource renouvelable, il faut l'utiliser. Avec effectivement le bois qui vient de la scierie de Carhaix, il y a une scierie à Carhaix, donc qui effectivement travaille avec les propriétaires forestiers de la région, et qui est rentré dans la filière qui se met en place aujourd'hui donc sur la région. Le chantier s'est bien déroulé, il n'y a pas eu de problème. Aujourd'hui, ces bâtiments sont livrés, ils fonctionnent. Alors, ces bâtiments sont livrés, ils fonctionnent, ils ont été instrumentés. Alors, je reviens. Vous voyez, donc voilà, on a les chiffres là. Voilà. Bon, alors, effectivement, il y a eu, on était lauréat d'un prébat là-dessus. Le CT de Lyon, est en contact direct avec ce bâtiment. Je n'ai pas les résultats des mesures, mais on va les avoir très prochainement, parce qu'il y a eu un fonctionnement sur 3 ans, de manière, ou 3 ou 4 ans, je ne sais plus, pour qu'on puisse tirer un bilan véritable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une chaufferie bois, mais à granulés, qui est aussi installée dans le bâtiment, mais qui sert à chauffer plus particulièrement ces bâtiments-là. L'apport ici absolument est symbolique, quoi, parce qu'il n'y a pas besoin il n'y a pas de demande d'attente particulière. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, on a eu la chance de trouver, quand on a fait les fouilles, on était sur un terrain argileux, et cette argile semblait la preuve, c'est bien de bonne qualité pour pouvoir être utilisé comme enduit. Donc, on a un enduitaire sur l'extérieur, directement sur la paille, et à l'intérieur, on a fait un enduitaire également qui nous a été demandé par le contrôleur technique, qui voulait assurer un degré coupe-feu plus sûr, j'allais dire, sur le mur. Et les ressources locales permettaient justement de répondre à ces exigences. Voilà, c'est tout à fait intéressant. Voilà, donc encore quelques images de la mise en scène. Effectivement, bon, ça. Voilà. Allez, Saint-Étienne-de-Montluc. Saint-Étienne-de-Montluc. Alors, on est encore en Bretagne, mais dans le bord Atlantique, cette fois. Ça c'est dit, voilà. Ça c'est dit. On a construit la CLSH. Alors, bon, on est dans un contexte très particulier. Là, c'est une communauté de communes. Il y a Cordemais qui est à côté. Je n'ai pas dit qu'ils voulaient effectivement... la centrale électrique, que tout le monde connaît. Ouais. Bon, et puis une autre commune qui a moins de ressources, mais bon, ils ont voulu faire un bâtiment exemplaire qui soit un peu un catalogue, faut le dire, finalement, de ce qu'on pouvait faire. Il y a tout là-dedans, c'est ça. On a tout mis, tout l'existant s'y retrouve. Ils ont tout voulu mettre, ouais. Alors, à la fois en termes de matériaux, mais aussi sur le plan énergétique. J'en dirai 2 mots, mais c'est vrai que c'était leur désir, leur volonté. C'est une histoire qui raconte aussi à la population,
Et puis c'est fait également pour les enfants, parce que ça raconte une histoire aux enfants également. Donc c'est un lieu qui est construit un peu sur les mêmes principes que le CLSH de Saint-Avé, c'est-à-dire qu'on a un mur, alors c'est curieux, mais il est au sud, il y a très peu d'ouverture, sauf sur la partie restaurant ici. Mais en fait, on arrive, enfin c'est un peu la philosophie du projet, c'est-à-dire que les enfants arrivent, ils sont lâchés donc à l'entrée du site, ils arrivent tout seuls, ils sont accueillis là sous cette tête là, ils rentrent dans leur forteresse et puis finalement leur terrain de jeu est derrière, dans le bois qu'on aperçoit ici. Et ce mur est donc construit également en briques, mais il est doublé d'une pierre du pays, une pierre locale, une carrière qui est juste à côté. Et tout l'arrière, que l'on voit là, est construit donc en ossature bois, avec une toiture végétalisée que l'on voit ici. Et les murs sont isolés également en paille, tous les murs extérieurs. Le cloisonnement intérieur, hormis celui-ci, il y a une grande coursive, donc ici on ne le voit pas bien, mais c'est un mur en terre crue. Ce sont les pavés de terre crue que fait l'entreprise Josse à Planquette, qu'on a utilisé dans cette rue intérieure qui permet effectivement de trouver sur la droite ici les salles d'activité. Là, vous avez des blocs qui sont en fait des sanitaires ou des locaux techniques en bois. Donc tout le cloisonnement intérieur est en bois. Les isolants qu'on a utilisés là également c'est de la fibre de bois, et puis la toiture, c'est de la ouate de cellulose. Paille, fibre de bois et ouate de cellulose. On voit le prix apparaître, là, 3 millions. Il y a un surcoût qui est généré par les partis pris constructifs qui ont été retenus C'est tout le projet, parce que ce projet-là, voilà, c'est pareil, on a un inventaire ici de tout ce qu'on se fait en photovoltaïque. Vous avez ici des murs rideaux, vous avez ici de la tuile photovoltaïque, ici il y a du panneau, là il y a du panneau thermique. Bon, on les a pas cachés volontairement. C'est-à-dire que, je vous disais tout à l'heure, ça doit raconter une histoire aux enfants aussi, et ils doivent savoir à quoi ça sert, donc il faut que ce soit visible. Et puis, on a aussi un puits canadien. Vous voyez, on a ici les entrées d'air du puits canadien. C'est des investissements qui sont très lourds. Enfin, moi, je ne conseillerais pas, évidemment, de faire ça, mais c'était leur désir. C'était le cahier des charges. C'est le cahier des charges, donc, qui est raccordé sur la CTA. Donc, c'est tout un système de rafraîchissement, mais qui fonctionne. Moi, je suis là-bas en plein été. Là, effectivement, c'est agréable. Ça marche très, très bien. Il y a aussi une épuration, le bassin d'épuration dans des eaux usées qui est derrière, qu'on ne voit pas, parce que là, on est loin du bourg, donc on n'avait pas d'assainissement, donc il fallait créer une station par les plantes. Voilà. Donc tout ça, évidemment, ça amène un coût extrêmement important. Voilà, donc des photos de chantier qu'on commence à connaître. Les enfants, là aussi, qui viennent mettre leurs mains dans le béton des seuils pour dire qu'ils étaient là également. Et on termine avec Pléland. On termine alors un projet que nous étudions actuellement. Là, on va parler d'un bâtiment passif. C'est à Pléland-de-Grand, donc c'est aussi un CLSH et la maison des services. Mais ça, c'est en cours. Hein. C'est un projet, là, celui-là. C'est un projet, voilà. Donc on prépare l'appel d'offres. On est aussi en ossature bois et paille pour l'essentiel du CLSH et pour la maison des services. Donc on va travailler avec la ouate de cellulose et puis aussi de la fibre de bois. Ce sont des projets qui se nourrissent évidemment, notamment les derniers, j'imagine, de l'expérience acquise sur les précédents. Exactement. C'est le principe. C'est le principe de l'amélioration continue. Merci beaucoup. Bernard Minguy, est-ce que vous avez des questions sur ces réalisations, l'envie d'en savoir davantage sur tel ou tel projet? Je sais que Bernard se tiendra à votre disposition pendant la pause, qui est tout de suite maintenant. Mais on peut quand même prendre une question ou deux si vous le souhaitez. Juste peut-être, moi il m'en vient une, le temps que vous en trouviez, si c'est votre souhait, la dimension économique quand même. On a compris que là, on était sur des commandes publiques, donc avec une volonté, j'allais dire presque politique aussi, d'afficher et d'affirmer un choix à la fois architectural et puis sociétal, osons le terme, sur certains partis pris. Est-ce que c'est transposable? Est-ce que ça a donné des idées à d'autres collectivités ou ça reste un prototype parce que justement c'est tellement ancré sur un territoire avec un projet particulier qu'on ne peut pas tellement les dupliquer. Et ce qui permettrait, en les dupliquant, peut-être de réduire le coût général. Le blocage, c'est pas le coût, parce que le coût, il est fixé par le maître d'ouvrage. C'est-à-dire que nous, on répond à un concours. On sait très bien s'il y a 2,5 millions. On fait avec 2,5 millions. Donc on fait avec. Effectivement, est-ce que Fribourg s'est beaucoup dupliqué en Allemagne? Voilà. Est-ce que Eva Langsmer s'est beaucoup dupliqué en Hollande?
Est-ce que Bazouges, ça fait bientôt 15 ans, est-ce que Bazouges s'est beaucoup dupliqué en Ille-et-Vilaine? Voilà, c'est autant de questions qu'on peut se poser. Où sont les freins? C'est la question d'André Sauvage tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce qui bloque un peu Détroit? Voilà, c'est ça. On revient toujours à l'éternelle question. Même si vous y avez insisté en démarrant votre propos, en 30 ans, il y a quand même eu, même si ce n'a pas été aussi rapide que prévu, du chemin de parcouru. Le chemin, il est énorme si on se replonge il y a 30 ans. En même temps, quand on voit le temps qui est passé, on se dit qu'on a peu progressé. Dans l'histoire, parce qu'il faut toujours trouver des points de repère, 2000, c'était le premier contact de la région rennaise avec Fribourg. À la demande d'ailleurs comment il s'appelait-il, le directeur de la COP de construction qui a construit Salvatierra, que vous avez vu tout à l'heure. Salvatierra qui était un processus, qui était un programme européen, pas national. Hein. Donc ils avaient été retenus dans le cadre du CEFUS de l'époque, un programme CEFUS qui est un programme européen. Mais c'est resté un prototype. Voilà. Et donc cet homme-là a décidé d'envoyer à Fribourg, à ses frais, une vingtaine de personnes, parce qu'il disait, voilà, je fais des choses, j'expérimente, mais tout le monde me rit au nez. Je voudrais montrer que ça se fait ailleurs, et que si ça se fait ailleurs, on devrait pouvoir le faire chez nous. Et donc il a envoyé, il y avait Chapuis, qui était adjoint à l'urbanisme de Rennes à l'époque. Oui, à l'époque, directeur d'école d'architecture. Il y avait Langeoux, qui était directeur des services techniques, et puis il a invité quelques autres élus, de Mordel notamment, quelques architectes, quelques bureaux d'études, des promoteurs, quelques promoteurs parce qu'on était 20, et puis des bailleurs sociaux. Effectivement, là-bas à Fribourg, tout le monde a été accueilli par la collectivité, tout le monde a rencontré son alter ego, c'était possible à l'époque, aujourd'hui c'est plus possible. Et dans le bus qui nous ramenait, j'entendais encore un des élus de Mordel qui disait à son voisin, on n'est pas plus con qu'eux, on peut le faire chez nous. Et ils l'ont fait. Et voilà. voilà. Comme quoi la volonté à la fois politique et humaine a son importance dans ce genre de choix.